Autour du projet de révision de la Constitution, le débat se conjugue toujours au présent. 100% Bénin, le numéro du jour, il consacrera une nouvelle fois son temps d'antenne, mais cette fois-ci en son volet judiciaire. Mesdames, Messieurs, bien bonjour et bienvenue. Plus les jours passent, elles ne se comptent pratiquement plus du bout des doigts. Les voix hostiles à l'adoption du projet de révision de la Constitution tel introduit à l'Assemblée nationale aura singulièrement retenu l'attention en début de semaine, la sortie de l'UNAMAB, l'Union nationale des magistrats du Bénin. Lundi donc, les membres de l'UNAMAB au grand complet, tous dans leur tenue de prétoire, avec à leur côté nombre de responsables syndicaux et certains acteurs politiques, ont arpenté les grandes artères de la capitale du Bénin, Porto Novo, pour une marche pacifique avec, au point de chute, l'Assemblée nationale. Ultime objectif, protester contre le projet de loi à polémique qualifié de très inquiétant et qui, à leur dire, devrait être, entre autres, plutôt consacré la fin de l'indépendance de la magistrature s'il était adopté en l'état. L'initiative, qui aura drainé un monde fou, a aussitôt été suivie d'une grève de 112 heures. En avait-on vraiment besoin? Les magistrats, à travers cette prise de position plus que tranchée, sont-ils dans le vrai, le beau rôle ou carrément dans l'excès? Mais au-delà des magistrats, qu'y a-t-il de si périlleux pour l'appareil judiciaire béninois à travers l'adoption du projet de révision de la Constitution? De grosses interrogations qui nous permettront d'apprécier le sort réservé au pouvoir judiciaire avec le projet de révision de la Constitution à l'ère du Bénin révélé. Thème au menu, projet de révision de la Constitution, la justice béninoise davantage indépendante ou définitivement aux autres. Pour mener le débat avec nous et déjà confortablement installés sur ce plateau, deux hommes de droit, tous deux avocats, donc avec un regard relativement neutre, puisqu'ils ne sont pas des magistrats. À ma gauche, il a non, Maître Paul Kato Atita. Maître Paul Kato Atita, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. La grande forme. Très bien. Heureux de le savoir. En face de lui, il est aussi un habitué de ce plateau, on ne le présente plus. Maître Alain Orula, c'est son nom. Maître Alain Orula, bonjour. Bonjour Joël. Comment allez-vous? Pas mal, la révolution est en marche, je suis bien. Ah ben, je suis un peu curieux de comprendre la révolution en marche. Vous êtes en Turquie, vous avez fait un tour de l'autre côté ou non, toujours au Bénin? je regarde outre-Méditerranée, c'est la France. C'est la France. Révolution est en marche. Je parle de Macron. Ah oui, vous y comprenez beaucoup de choses. Oui, c'est le chou gras des hommes de droit depuis un certain temps. L'actualité, elle est plus que mouvementée, pas qu'en Afrique, mais de l'autre côté aussi. Revenons au sujet, l'essentiel, le projet de révision de la Constitution sur la table des députés. Les magistrats appellent carrément à son rejet pur et simple. Du contenu, ils en sont plus que frileux. Ils craignent un affaiblissement du pouvoir judiciaire. Beaucoup de bruit de bottes pour que l'exécutif revoie sa copie, ou à défaut que le législatif prenne ses responsabilités. Kato Atita est pour ça les avocats, non les magistrats, ont, d'après leurs propos, pris leurs responsabilités. Battre le macadam, est-ce qu'on en avait vraiment besoin? Je dirais que la menace est très grande et grave. Vous avez dit était, Et grave. La menace est grave. Et il faut face à ça une réaction exceptionnelle. Et je pense que leur réaction est à la mesure de la menace. Et comme je le dis, je ne sais de le dire, je n'ai pas d'objection à cela. Aucune objection à cela, vous avez compris. Langage du prétoire, c'est bien ça, oui, Maître Alain Orula. Cette sortie, est-ce qu'on en avait vraiment besoin? A dit juste. Malheureusement, le besoin s'est fait sentir et c'est une sortie à prouver. D'une part parce que les magistrats qui font l'essentiel de la maison justice et donc du troisième pouvoir dans une démocratie ont leur mot à dire chaque fois qu'il y a des changements qui se préparent dans notre pays. Et leur intervention est d'autant plus pertinente et impérative que le pouvoir exécutif a jeté le masque, a tombé le masque, et s'apprête à tomber le masque et s'apprête à liquéfier complètement notre Constitution, que le pouvoir législatif a perdu le reste de crédit qui lui était accordé
en ne prenant pas position très tôt contre ces incursions dangereuses, je crois que les magistrats avaient le devoir de prendre leurs responsabilités dans ce concert, dans cette crise de confiance, et de ne pas permettre la forfaiture. Ils sont légitimes à le faire parce que, avant d'être magistrats, ce sont aussi des citoyens. C'est ce qu'on appelle le dernier rempart, c'est des pères de famille, c'est des frères, c'est des cousins, c'est des béninois. Et je crois que quand le pays est en danger, c'est bien le cas, les béninois doivent se mobiliser pour dire non au passage en force de ce qui doit remettre en cause ce qui fait notre raison de vivre ensemble. La raison de vivre ensemble, la justice, on ne le dira jamais assez, fait partie des piliers essentiels fondant une démocratie. Maître Kato Atita, est-ce qu'il y a vraiment péril à la demeure quand on prend l'appareil judiciaire béninois par rapport au projet actuellement sur la table des députés? Le chef de l'État l'a mentionné, il s'agit de petites touches qu'on doit apporter. Permettez-moi de compléter quelque chose sur votre première préoccupation. Les magistrats ont fait la marche, ils ont déclenché un mouvement de grève. C'est vrai, ça surprend certaines personnes, c'est vrai. Mais je dis, tout ça, il faut aller en profondeur, il a expliqué. Ça se déduit d'une perte de confiance. Malheureusement. Perte de confiance à quel niveau? Malheureusement, une perte de confiance à ceux qui devraient en fait défendre le peuple. C'est-à-dire les élus du peuple. Et je vais m'expliquer. Il ne faut pas séparer les choses de leur contexte. Mais allez-y. Nous sommes dans un contexte où il y a une série d'événements sociaux, et depuis 11 mois, qui se déroulent comme une machine, une pression qui ne laisse pas de répit, ne laisse pas d'espoir à certains de nos compatriotes. Mais qui sont là sans défenseurs? Qui sont là sans qu'aucune voix ne vienne au secours pour dire « Arrêtez ce que vous faites, ce n'est pas bon ». Et de détresse en détresse, le peuple arrive à un moment où il dit « Je perds confiance à ceux qui devraient me défendre ». C'est ça qui explique certaines choses que vous voyez quand vous parlez de magistrats. Ils n'avaient pas besoin d'aller faire une marche. Ils n'avaient pas besoin de déclencher une grève. C'est une perte de confiance. Si aujourd'hui, on descend dans l'opinion publique de notre pays et on fait un sondage sur nos élus à l'Assemblée nationale, on verrait tout simplement qu'il y a perte de confiance. Alors, quand on laisse ça, parce qu'il faut aborder les problèmes par là où ils se situent. Tout ce que les intellectuels du pays font en allant, en accordant des interviews, en s'impliquant à expliquer, ils n'en avaient pas besoin. C'est parce que tout simplement, il a un sentiment de perte de confiance. Ça, je tenais à le dire. Maintenant, je reviens à votre question. Oui. Qui se relie à ce que je viens de dire là. Si ce projet est adopté comme ça, tel qu'il est, au niveau donc du pouvoir judiciaire, en parlant du corps des magistrats, il faut craindre tout simplement que la magistrature, les magistrats se retrouvent dans la position telle qu'ils étaient sous la Révolution. Parce que ils risquent de passer du statut de magistrat, qui est un corps d'élite de la nation, tout simplement en de simples fonctionnaires de l'État. Expliquez-vous. Bon. Les principes, je dis, quand on parle de magistrat, il a des principes cardinaux qui gouvernent la corporation. Et autour de ces principes, il a un qui est quand même essentiel, c'est leur inamovibilité dont il parle, qui est un élément qui participe à leur indépendance. Dans le projet qui est là, désormais, l'inamovibilité là est mise en balance. On dit l'acte de domination doit indiquer à la même temps la durée à passer au poste. Et qu'il faut une loi pour déterminer cette durée-là. Alors, s'il laisse passer cette étape, et la Constitution est prise comme ça va rentrer dans une étape, l'étape de la loi qui va déterminer le contenu de cette durée et comment cette durée va se manifester. Or, jusqu'à aujourd'hui, la durée de magistrat au poste est réglementée par des textes, des dispositions accessoires de la loi sur la magistrature, les statuts. Par exemple, quelque part, on dit qu'un magistrat qui, pendant une durée de temps, refuse de se faire affecter d'un poste, il lui-même contribue au blocage de son avancement. Et dans certains cas, le ministère est force, et tout ça se fait arbitrer par la Cour constitutionnelle. Ils sont déjà habitués à ça. Cette pratique est déjà assise dans les mœurs judiciaires
depuis 1990, les magistrats le savent. Les avocats qui sont aussi des acteurs de la justice le savent. Et beaucoup d'intellectuels le savent. Si la question permettait que j'essaie de recueillir rapidement l'avis de Maître Alain Ouroula, mais n'est-ce pas une façon d'amener plus les magistrats, quand on s'en tient à ce qui se dit de l'autre côté, amener les magistrats à comprendre qu'au sein d'une nation, tout le monde est aussi égal dans le jeu démocratique? Tellement égal que certains sont privés de garde à vue ou de détention préventive. Nous sommes Donc, qu'est-ce que ça dit? Écoutez, le même projet dit par exemple que les ministres, les députés et le président ne peuvent être placés en garde à vue ou en détention préventive pour des faits qu'ils auraient commis, même antérieurement à leur prise de fonction. Voyez-vous, donc quand on s'accorde cette égalité devant la loi, on peut comprendre que les magistrats soient un peu bousculés lorsque la caractéristique fondamentale de leur magistrature, de leur magistère, est bafoué, le principe de l'inamovibilité. C'est celui-là même qui fait que légalement, le magistrat ne peut pas être inquiété dans l'exercice de ses fonctions. Vous le voyez désormais soumis, c'est ça? Écoutez, si on l'adoptait en l'état. Ça a été abrogé. Le texte de la... Le projet de texte l'abroge. Dit tout simplement, il ne faut pas qu'on parle gros français, que désormais, ils ne sont plus inamovibles. C'est sans demi-mesure, c'est très très clair là-dessus. Ça veut dire que la carrière du magistrat dépendra du bon vouloir de l'exécutif. Point final. Donc, il est obligé de s'aliéner un peu plus que ce que l'on a pu déplorer ci et là. Mais ce n'est pas tout. Je dis, avant qu'on ne revienne à ce qui touche de près les magistrats, il y a quand même un certain nombre d'actes qui montrent que le président de la République nous a menti, nous a trompés. Le chef de l'État a menti. Faites attention aux mots, c'est vrai que c'est un avocat qui parle. Je vais vous dire, il a promis une réforme qui rendrait la justice indépendante. Ça, il l'a dit. Plus indépendante qu'elle ne le fut. Avec ce projet, la justice est beaucoup plus tributaire et dépendante du pouvoir exécutif. Donc ça, c'est un premier mensonge ou alors une omission. Le président de la République a promis qu'il n'y aura certainement une omission. Oui. Il n'y aura que quelques retouches. Quand vous examinez le projet, il y a 42 articles sur 160 qui sont modifiés, et pas les moindres, les articles fondamentaux de la Constitution. Et tout ça, on nous dit que c'est une petite pilule. Le président de la République nous a promis qu'il ne serait pas au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Il y a des locutions adverbiales qui ne trompent pas. Naguère, le président était assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. Aujourd'hui, si le projet passe, il serait assisté du Conseil supérieur de la magistrature. Il y a une nuance terrible. Aujourd'hui, l'avis n'est plus conforme, c'est juste un avis consultatif dans la nomination des magistrats. Autrement dit, le président de la République, contrairement à ses engagements, n'a pas dépouillé la fonction présidentielle de ses attributs, a au contraire renforcé ses prérogatives et assis son influence sur ce corps d'élite qu'est celui de la magistrature. Donc c'est une manière de prendre en otage l'institution judiciaire, l'institution juridictionnelle, ce qui fait que cette confiance ne passe pas. Deuxième observation, oui. Quand il y a des modifications aussi fondamentales que celle-là, et que le président de la République, dans son premier élan, a voulu faire ce qu'il a qualifié de consultation référendaire, pourquoi se ravise-t-il pour se rabattre sur les honorables députés? Vous l'avez dit, honorable. Députés, entendez bien ce que je suis en train de dire. Je suppose que c'est un lapsus. Oui, vous pouvez continuer. Révélateur, parce qu'on se rend compte qu'ils sont dans une telle fragilité et on spécule, c'est pas moi qui le fais, sur la majorité des cas 5e qui empêcherait d'aller à une consultation référendaire en tant que citoyen. Donc le verre est dans le fruit. Mais le verre est dans le fruit, le fruit est rempli de verre. Alors, la crise de confiance oui. existe. Quand on veut faire de telles modifications, il faut le faire dans le consensus. Même d'éminents juristes qui ont travaillé au sein de cette commission de réforme dont on s'aperçoit qu'elle a été tout juste un alibi pour apporter ou servir de caution à ce projet, ne se reconnaissent pas dans les propositions qui ont été soumises au président de la République. C'est vrai qu'il n'est pas tenu de les suivre, mais un minimum, c'est quand même de tenir compte. Un minimum, oui. Le volet judiciaire, c'est ce qui nous réunit fondamentalement. Et je reviens de fond en comble sur les points cruciaux évoqués ça et là, Maître Paul Kato Atita. Il paraît qu'il y a des points plus qu'obscurs autour du volet judiciaire au sein de ce projet, au-delà donc de la magistrature.
Vous voyez, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas. Vous, Katoa Tita. Quand vous prenez le projet qui est sur la table des députés aujourd'hui, je ne sais pas si c'est une continuité de la Constitution de 1990, mais je doute fort qu'il en soit ainsi. Et j'ai toujours dit que nous sommes en présence d'une nouvelle Constitution. Mais je dis la Constitution de 1990 est une Constitution qui est là, tranquille et calme. Il ne faut pas aller la provoquer. Mais je pense qu'on est en train de la provoquer. Et comment? En allant susciter des problèmes là où ça n'existe pas. À quel niveau? Lorsque vous prenez cette Constitution-là, il ne faut pas oublier le contexte dans lequel elle a été conçue et adoptée par le peuple béninois, qui est le contexte particulier en Afrique, le contexte d'une conférence nationale. Et la philosophie de ce contexte figure au préambule de la Constitution. Quand vous prenez le préambule de cette Constitution de 1990, le constituant a expressément visé la conférence des forces vives de la nation. Et la logique, il déduit, cette constitution provient de cette conférence. Et vous voyez, plus tard, en 2006, la Cour constitutionnelle, dans une décision qui est intervenue toujours sur révision, qu'elle a annulée, fait référence à cette conférence nationale pour dégager le principe de consensus qu'elle a élevé au rang donc, de principe constitutionnel. C'est dans le préambule. Et vous verrez également que dans toutes les lois qui entourent cette constitution, que ce soit la loi organique, surtout la loi référendaire, il est interdit de toucher à des principes qui ont été identifiés comme des principes cardinaux, c'est-à-dire les mandats présidentiels ainsi que la durée renouvelable 1 an et une fois. Alors, je vous dis quelque chose. Dans mes recherches un jour, je suis tombé sur une publication d'un professeur malien qui analysait la solidité des constitutions en Afrique et également en matière des droits de l'homme. Et il tombe sur le cas béninois qu'il a qualifié de cas exceptionnel. Mais il conclut en disant le caractère particulier exceptionnel qui caractérise la solidité du cas béninois provient de ce que c'est bâti sur une conférence nationale. La constitution béninoise est une continuité de la conférence nationale et on ne peut pas séparer cette constitution-là de la conférence des forces vives de la nation. Une mise au point importante par rapport... Alors, nous sommes dans un contexte aujourd'hui où on va non pas pour apporter des amendements légers à cette constitution, mais pour l'anéantir totalement, oubliant l'origine d'où on est parti. Oubliant qu'il a fallu au départ un consensus, c'est-à-dire un accord préalable des forces vives de la nation pour que les principes qui sont contenus dans cette constitution-là soient des principes aujourd'hui établis. Le point est ainsi important. Alors, à partir du moment où vous ne tenez pas compte de ce principe, ce qui se passe. Et je vais vous anticiper pour dire, vous avez vu hier la démission du ministre. On reviendra là-dessus. C'est dans ce cadre. Non, on va revenir là-dessus. Oui, Maître Alain Orola, le volet qu'il vient d'aborder avant de revenir sur ma question préalable concernant le volet purement judiciaire du dossier, l'appel à ce consensus maintes fois répété dans un contexte comme ce que nous avons actuellement, est-ce que vraiment on n'en demande pas un peu de trop au chef de l'État qui montre quand même d'une certaine bonne foi en appelant certaines composantes de la société à s'asseoir au sein de cette commission, même si aujourd'hui l'un de ceux-là faisait partie de ceux ayant conduit le cortège des magistrats? Je voudrais vous rappeler aimablement que nous n'avons rien demandé au chef de l'État. C'est lui qui nous a proposé une réforme de la Constitution, une réforme légère et homéopathique. À l'arrivée, nous avons droit à une césarienne, je dirais même un accouchement qu'on voudrait au forceps d'une nouvelle république. Et je parle de nouvelle république dès lors qu'on a touché, comme le rappelait mon excellent confrère M. Katoa Tita, au mandat présidentiel qui est verrouillé. C'est-à-dire que le principe même érigé à valeur consensuelle ou outre le consensus, c'est qu'on ne peut pas toucher aux 2 mandats secs prévus par la Constitution de 90. Or, on nous propose aujourd'hui un mandat unique non renouvelable de 6 ans. Donc, on a déjà touché à la fondation même de la Constitution. Et quand l'institution fêtière
de la République est désorganisé ou réorganisé de cette façon, c'est toute la justice qui en subit le poids, puisque le chef de l'État est garant de l'indépendance de la magistrature, est garant de la justice. Donc, c'est un bouleversement entier. Et quand vous descendez à l'intérieur de ce projet, vous voyez le rôle qu'il s'octroie dans la désignation et dans l'évolution de carrière des différents magistrats. Vous vous rendez compte que c'est l'anéantissement total. Le symbole à sa place. Naguère, la justice se rendait au nom du peuple béninois. Avec ce projet, ça a disparu. Le peuple béninois a disparu. Moi, je fais attention à cette forme. C'est une symbolique. Au nom de qui la justice serait-elle dorénavant rendue si ce projet passait? Il y a des incursions, des atteintes même aux principes résultant de cette conférence nationale qui fut ce qu'elle est, mais qui a été adoptée et soumise au référendum. Donc vous ne pouvez pas, sous couvert ou sous prétexte de modifications mineures pour affaiblir l'hyperpuissance du président de la République qu'on a connu sous Yahya Boni, entamer à ce point l'architecture et le fondement et les fondations de notre Constitution dans une opacité, pour ne pas dire dans une clandestinité totale qui est visible du peuple béninois, puisque les corps constitués se sont levés et je crois que la révolution est véritablement en marche. La révolution en marche, Melkato Atita, je reviens sur ma question mais sous autre forme. Je vous cite dans l'un de vos documents, une publication récente, ce projet est un projet au contenu juridique obscur et suspect dans l'intérêt de notre peuple. Sachez prendre garde, sinon le pire pourrait arriver. Là, c'est une adresse aux députés. C'est où l'aspect purement obscur de ce projet? Alors je dis, tout part du point de départ, j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas oublier d'où est venue la Constitution de 1990. Tout ce que nous voyons là, les forces, les protestations, tout ça, c'est parce que cette Constitution est partie d'un consensus national. Et je dis, des chercheurs étrangers ont travaillé sur le cas béninois et l'ont révélé. Les députés émanations du peuple sont actuellement sur le terrain. Non. Ce n'est pas suffisant. Non. Ils sont sur le terrain. Non, ce n'est pas ça. Ils l'ont révélé. Les chercheurs l'ont révélé. J'ai dit tout à l'heure que j'ai lu comme ça dans mes recherches une publication d'un professeur malien. C'est sur mon bureau. Alors, je dis, personne ne dénie au chef de l'État le droit de mettre une proposition, un projet pour porter de révision à une constitution. Mais ça a des règles. Il a des limites à ne pas franchir. Ici, on a franchi la limite. On a largement dépassé la limite. On est allé empiéter sur le pouvoir du peuple qui, en 1990, a convenu de sa constitution dans le cadre d'un consensus national. On s'est comporté comme si on a oublié l'origine de cette constitution. Et c'est ça qui pose problème. Et je continue de dire, tant qu'on va continuer à traîner ce projet tel qu'il est, nous serons surpris. Hier, j'ai dit, vous avez vu, un membre du gouvernement est parti. Rassurez-vous, si ça continue, d'autres vont partir. Et rassurez-vous, si ça continue, d'autres perturbations vont arriver. Parce que tout simplement, le point de départ qui est le consensus qui se réfère à la conférence nationale et qui est dans le préambule de la Constitution de 1990 a été bafoué. On n'a pas cherché à régler ce préalable. On n'a pas cherché à avoir l'accord de toutes les forces vives sur ce que nous voulons. Est-ce que nous voulons toujours la Constitution de 1990 ou nous voulons d'une autre Constitution? Il faut s'asseoir et en discuter. Voilà. On a simplement, sur papier, mis Constitution, révision Constitution 1990, donné l'apparence que c'est cette Constitution qui continue, mais à l'intérieur, on a mis des dispositions qui, pour les intellectuels et juristes comme moi, n'ont rien avec la Constitution de 1990, qui débouche tout simplement sur une nouvelle Constitution. Et c'est là que je parle de contenu juridique obscur. Obscur pourquoi? Quelle est la philosophie qui a guidé ceux qui ont fait ça pour qu'il en soit ainsi? Pourquoi ne pas dire ouvertement à notre peuple, nous voulons d'une nouvelle constitution et nous vous présentons une nouvelle constitution, il faudrait que nous en débattions, est-ce que vous êtes d'avis? Pourquoi on a caché cette vérité et qu'aujourd'hui ce soit les intellectuels, les juristes
Parce qu'eux sont allés à l'école et ils ont étudié le droit, qui en font le constat et qui l'exposent sur la place publique. C'est là il y a la fraude. Il ne faut pas oublier que chaque fois quand on parle de droit, le droit a une philosophie. Et ça s'enseigne, c'est une spécialité. Vous allez au campus à Calavi, vous allez avoir des professeurs de philosophie de droit. Vous avez la professeure d'histoire de droit. Et l'histoire de droit, la philosophie de droit, c'est tout ça. Donc, je dis, ce préalable, il faudrait le régler. Il faut forcément régler ce préalable pour espérer un aboutissement heureux autour du débat qui se mène. Alain Oronla, le document, paraîtrait-il, c'est de la bouche de certains de vos collègues, prônerait le règne de l'impunité et de la corruption. Alors que le chef a fait l'aveu que tout ceci serait banni. On l'a vu d'ailleurs à l'œuvre. On a eu à interpeller un certain nombre de personnes sur un certain nombre de dossiers. Est-ce qu'on ne prête pas trop d'intention au chef? Le projet prône tout ça? Ces intentions ne sont pas prêtées à tort. Je veux dire, elles ne sont pas prêtées à crédit puisqu'elles sont matérialisées dans ce discours et ça fait partie des omissions ou des fausses promesses. J'utilise les mots appropriés. Le chef de l'État a voulu lancer une politique de lutte contre l'impunité. Hein. C'est au nom de tout ça que les révisions sont faites. Cependant que les mesures proposées font asseoir l'impunité. Les mesures actuelles? Mais absolument. Oui. Dans le projet de constitution, il est dit que les députés, ça on le savait un peu, les ministres anciens ne peuvent faire l'objet de garde à vue ni de détention préventive pour les infractions commises, y compris à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Pour résumer la chose, il suffit d'avoir été ministre un jour, hier comme aujourd'hui, pour que vous ne soyez plus inquiétés. C'est vrai que l'excès déploré, c'est qu'on instrumentalise la justice et qu'on mette aux arrêts à temps et à contre-temps les ministres, il suffit qu'ils soient gênants politiquement. Mais aujourd'hui, on verse dans l'excès contraire. Le ministre ne peut plus être gardé, ne peut plus être contraint de s'expliquer. Ça veut dire quoi? Vous avez été ministre un jour. Il est avéré que vous avez pioché dans les caisses de l'État. Aucun officier de police judiciaire, aucun procureur ne peut vous contraindre à venir vous expliquer. On vous invite, vous venez. Quand vous avez le temps, on ne peut pas vous arrêter 24 heures ou 48 heures. Ben, je suis sérieux, c'est dans ce qu'on appelle le projet de révision. Et ça peut durer ainsi 10 ans. Or, l'arme la plus efficace pour obliger les gens à la reddition de comptes, c'est la mesure privative de liberté, à condition qu'on n'en abuse pas. Mais il faut qu'elle soit disponible et espérer qu'il y a des magistrats avec beaucoup de discernement pour l'appliquer. Laissez passer le projet en l'état, c'est signer l'impunité définitive, même dans les crimes qui visent ces autorités et qui sont décrétés imprescriptibles, les crimes économiques. Le ministre vole 10 ou 20 milliards, il s'en va, on ne peut jamais l'inquiéter. Alors, quand vous prenez, vous mettez bout à bout les différentes réformes apportées à cette constitution, on a l'impression que le président de la République et son équipe sont en train de fabriquer à l'avance une bulle de laquelle il ne pourrait jamais ressortir. Ça fait partie des choses que nous autres, comme l'a dit M. Kato Atita, intellectuels qui avons lu le droit et qui en comprenons les mécanismes, ça fait partie des choses pour lesquelles nous accompagnons les magistrats qui disent trop, c'est trop. Parce que ce n'est pas évident que les magistrats s'invitent dans de tels débats, mais la population est dans son ignorance juridique. Nous, on l'a vu, et cette mesure n'a pas été préconisée par la Commission. C'est le règne de l'impunité qui se Maître Kato Atita, non, on a dû induire le chef de l'État en erreur. Il a fait foi. Je confirme devant vous que le contenu de ce projet est obscur et suspect. Et je voudrais que vous je voudrais que vous en fassiez une large diffusion. Je vais vous l'expliquer. Suspect, non. Non. N'exagérez pas sur les mots. Obscur et suspect. Je vais vous l'expliquer. Prenez le code de procédure pénale actuel en vigueur au Bénin. En quel point? Vous le faites allusion à quoi? Mon confrère est là. Oui. Lorsque, en matière de crimes économiques, vous êtes mis en cause pour détournement de fonds publics, dans la poursuite, il y a le mécanisme d'une mise en détention provisoire qui est prévu. Le législateur a sorti ça d'une sorte de faveur en disant celui qui se fait volontaire et remet un patrimoine suffisant au trésor public peut être poursuivi sans être mis en détention préventive. Alors, laissez-moi en venir là où je vais en venir. Allez-y. Or, les détournements de fonds publics
se font principalement parmi les hommes politiques. C'est le constat. C'est le constat judiciaire de notre pays, c'est le constat sociologique de notre pays, c'est le constat historique de notre pays. Les détournements de fonds publics se font majoritairement parmi les hommes politiques, les ministres, les hauts fonctionnaires, etc., etc. Mais aujourd'hui, dans la Constitution, on met une disposition qui leur permet de ne même pas concilier cette somme suffisante au profit du trésor public, tel que le Code de procédure pénale en vigueur l'a prévu. Mais où est l'intérêt du peuple? Je vous dis, où est l'intérêt du peuple? Quelque part, le Code, je vous dis, je ne sais pas ceux qui ont conçu ce projet-là. Quand vous le prenez, lisez-le, afin analysez-le avec nos tests préexistants. Je vous répète. Non, c'est un recul. Je répète que dans le Code de procédure pénale, en matière de crime économique, tous ceux qui détournent les fonds publics, lorsqu'ils sont poursuivis, peuvent être mis sous mandat de dépôt, sauf s'ils offrent de mettre un patrimoine suffisant au profit du trésor public. Maintenant, dans ce projet, il est dit qu'ils ne doivent même pas être mis en détention provisoire. Ça veut dire quoi? Interdite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils sont même mis en cause pour détournement des fonds publics, ils n'ont même pas à offrir de mettre le patrimoine au profit du trésor public. C'est une dispense. Dans quel dessin c'est fait? Dans quel dessin c'est écrit? C'est ça que j'appelle, il faut rechercher la philosophie de droit. Et ça existe. Quelle peut être la philosophie? Mais je ne sais pas, les philosophes de droit sont là. Peut-être on n'a voulu pas anticipation. J'ai appris que la philosophie de droit. On n'a voulu pas anticipation. On n'a voulu pas anticipation. Protéger ou se protéger pour les gens. Parce que je ne comprends pas comment une telle grossièreté peut se retrouver dans une... La Constitution, c'est la loi suprême d'un pays. C'est la loi qui, après un traité international, une convention internationale, c'est ça qui vient en premier rang dans un pays. On ne peut pas concevoir ça parce que j'imagine que c'est des juristes qui ont écrit ça. Le chef de l'État, il n'est pas juriste, que je sache. Mais il est entouré de juristes. C'est eux qui l'ont écrit. Ou c'est lui-même qui a demandé que ce soit fait comme ça. Ou c'est ceux-là qui l'ont fait sans le lui expliquer. Maître Alain Ouroula, le Bénin serait-il en train de tomber très bas avec le Bénin se révèle dans ses profondeurs. Non, mais vous faites quelle analogie? C'est vrai que le Bénin, on a parlé du Bénin révélé, mais ne dites pas que... révélé dans le patrimoine du vocabulaire français, il se révèle dans ses profondeurs, dans ses tréfonds, dans ses abysses. Parce que je ne peux pas concevoir que dans le cadre d'une politique volontariste de lutte contre l'impunité et contre les détournements, on inscrive, non pas dans le Code de procédure pénale, mais dans la Constitution, donc gravée dans le marbre, cette impunité. C'est la seule disposition qui permet d'espérer une lutte contre la corruption et l'impunité. Et c'est cette disposition qui a été totalement renversée. Je vais aussi loin que M. Kato Atita. C'est suspect, ça s'appelle un acte préparatoire. Je ne peux expliquer l'insertion d'une telle disposition au su ou dans l'ignorance, peut-être du président de la République qui n'est pas diplômé en droit, mais il sait beaucoup de choses, puisque c'est un compétiteur né. Cela ne peut s'expliquer pour moi que dans la volonté de préparer une sortie en toute impunité. Ça veut dire que l'on a conscience que les ministres, les députés peuvent avoir des choses à se reprocher et vont avoir des choses à se reprocher. Donc c'est une disposition que si elle passait, elle rendrait à néant l'imprescriptibilité des crimes économiques. Ce qui veut dire que dans le temps, après 3 ans, on ne peut plus vous poursuivre pour des détournements massifs, mais qu'aujourd'hui, 50 ans après, on peut vous poursuivre. Mais si cette disposition venait à être adoptée, pendant 50 ans, aussi longtemps qu'on ne peut pas vous priver de liberté, il n'y a aucune raison de craindre quoi que ce soit. Donc, c'est une mesure encore plus néfaste, nocive, que les verrous de la Constitution auxquels on est en train de toucher, et c'est aussi une manière de vider la justice de tout son contenu, parce que la délinquance potentiel qui existe chez les hommes politiques, surtout ceux qui viennent aux affaires, c'est de prendre des libertés avec notre patrimoine. C'est pas des criminels, c'est pas des meurtriers, c'est pas des violeurs, sauf qu'ils violent les caisses de l'État et qu'ils pourraient le faire en toute impunité. Ce qui est encore grave, c'est qu'il suffit d'avoir été ministre un jour pour bénéficier de cette impunité. Il suffit d'avoir été ministre un jour. Le texte en l'état actuel. Mais c'est ce que dit le texte. Et on dit ancien, ça veut dire que tous les ministres, par exemple du président Yahi Boni, si ce texte venait à être adopté, ne seraient plus inquiétés
Quand on sait qu'il y a beaucoup de dossiers. Absolument. Et que le chef de l'État actuel dit que ces ministres ont des choses à se reprocher et que des procédures sont enclenchées. Alors vous avez vu, et je parie qu'il va y avoir très rapidement un consensus sur la question, parce que bon nombre d'entre eux se sont réfugiés à l'Assemblée, ce qui explique une autre crise de confiance, parce qu'une telle mesure peut paraître très séduisante vis-à-vis de nos honorables députés, anciens ministres, etc. Donc le consensus peut se faire rapidement sur le dos du peuple béninois, et c'est pour cela qu'il faut accompagner le combat des magistrats qui le font, non seulement pour la justice béninoise, mais pour tout le peuple béninois. À ce niveau-là, mais ne cédons pas à la mystification. Il ne faut pas, parce qu'il y a des gros mots. Mais vous vous rendez compte, c'est la première fois au Bénin que je me rends compte que tous les universitaires, il n'y en a pas un seul qui soit venu défendre ce projet. Même pas mon éminent confrère universitaire agrégé, le garde des Sceaux, qui n'est pas venu défendre. Tous ceux qui parlaient de la même voix avec ceux du gouvernement se sont levés pour dire non, y compris le professeur Aïva, qui a été l'un des rapporteurs de cette commission de réforme et qui dit que les choses ne sont pas séantes. En tout cas, Maître Alain Roula, Katoa Tita, alors que le débat fait toujours rage, toujours au sujet du projet de révision de la Constitution, comme un coup de massue sur la tête des gouvernants, plus précisément de l'équipe actuellement en place. Eh bien, le porte-drapeau du Bénin révélé, on ne le présente plus, le ministre de la Défense, Candide Azanaï, rend le tablier. Maître Paul Katoa Tita, la nouvelle, vous pas venu, vous l'avez accueilli comment? Je vous dis quelque chose. J'ai dit hier, quelque part, que si ce projet de loi de la Constitution venait à être adopté, ce qui serait une abomination législative. Une abomination législative. J'ai dit, ce serait porteur du malheur pour ce pays. Nous allons tomber dans des crises inattendues, des crises institutionnelles, le blocage de l'appareil de l'État. Et j'ai dit, il ne faut pas l'exclure. Le retour au moment ancien des années 60 à 72, c'est-à-dire... Il ne faut pas prédire ça pour le Bénin. Non. C'est-à-dire... C'était douloureux. C'est-à-dire les pushs militaires. Je l'ai dit. Mais... Le Bénin va revivre comme ça. Oui. C'est une question. La Constitution, c'est un patrimoine national. Et quel lien avec Candide Azanaï? Je viens d'arriver là. La Constitution est un patrimoine national et on ne peut pas se l'approprier seul ou se l'approprier soit au nom d'une légalité oubliant la légitimité. Et aujourd'hui, le peuple se trouve en position de légitimité. Le peuple réclame la légitimité par rapport à sa Constitution. Et n'oubliez pas, le pouvoir est dans la rue. Déjà. Alors, non, ça c'est en sciences politiques. Hein. C'est connu, c'est dans les ouvrages, les manuels. Le pouvoir est dans la rue. Le peuple, lui, même s'il n'a pas la force, il est là pour défendre son patrimoine. Et d'ailleurs, quand vous suivez le professeur Ivo, la dernière fois quand il parlait, il dit la légitimité, il ne faut pas l'oublier en matière, donc, dans ce cas de problème de réforme constitutionnelle. Vous voyez, les jeunes burkinabés, il a donné l'exemple qui se sont révoltés et qui ont Encore quelques minutes, on va clôturer ma question. Alors, votre question est là pour dire quoi? C'est le cas Azanaï que vous voyez. Non, c'est venu, c'est dit, j'ai prédit, mais ça vient plus tôt. Après ça, vous en aurez d'autres. D'autres vont démissionner. D'autres vont claquer la porte. Tant qu'il aura ce débat sur cette polémique, parce que la Constitution qui est là, le projet qui est là, et qui n'est pas parti sur la base de consensus national, qui n'a pas suivi le point de départ, la règle du point de départ de la conférence des forces de la nation, qui est un patrimoine national, ce projet n'a pas reçu l'accord de toutes les sensibilités politiques. Ça n'a pas reçu l'accord de chaque Béninois, en lui qui considère cette constitution comme son patrimoine, son bien, auquel il est attaché. Et je dis, ces situations d'Azanaï, ça c'est rien, vous en aurez d'autres. Donc le pire est à venir. Ah oui, vous en aurez d'autres. Roula, il paraît, en haute mer, Candide Azanaï a quitté le navire. Je pense qu'il a mis trop de temps connaissant le personnage. Et je crois que Candide Azanaï a été l'homme de la rupture. Il a pris beaucoup de risques pour incarner cette rupture. S'il ne se reconnaît pas dans ce nouveau départ ou dans ce Bénin révélé, c'est peut-être parce que certains se révèlent à lui. Je m'en vais citer une phrase prophétique du président Kérékou lors de l'élection du président Yaïbouni. Le président Kérékou disait avant, c'est le Bénin qui étonnait le monde. Aujourd'hui, c'est le monde qui va étonner le Bénin. Je crois que c'est cette... Les intellectuels en avaient ri. Oui, mais écoutez, moi, je suis tout sauf un intellectuel taré. Voyez-vous, je n'en ai pas ri.
j'en ai presque pleuré, surtout que cette prophétie a été accomplie. Et ce qui a été accompli s'accomplira. Nous n'avons pas attendu tout ce temps pour craindre que tout homme qui a du pouvoir a tendance à en abuser et qu'il vaut mieux se méfier de la séduction dolosive et faire les choses terre à terre, comme on dit, discuter, dialoguer et parvenir à des choses. Il n'y a aucune raison pour que ce qui va être bien pour le Bénin échappe à tous les Béninois et se conduise au pas de charge, au forceps, c'est suspect. Le peuple s'est laissé trop endormi pour ne se réveiller un peu trop tard? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je crois que ce qui est intéressant dans la situation actuelle, c'est le sentiment presque d'unanimité qu'on constate du côté des intellectuels. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience quelque part. Tout le monde... Prise de conscience ou manipulation? Non, de quelque part. Tout au moins au niveau des intellectuels qui, les uns après les autres, viennent s'expliquer et lancent la lettre. Je crois qu'ils n'ont pas envie d'être responsables, d'être comptables de quelque chose par rapport à demain. Mais pour finir... Oui. Et ça va être en même temps votre mot de fin? Bien sûr. Je dis, si cette réforme est acceptée, est votée par les députés, je dis, ça ramène le Bénin comme une république naissante. Or, le Bénin est une république indépendante depuis 1960. Ça nous ramène naissante. On ne repart pas à la colonisation, M. Kaltoa Tita. Le Soudan du Sud, parce que ça introduit dans notre administration, dans notre État, des structures nouvelles, complètement nouvelles, dont la mise en œuvre va nécessiter une perturbation complète de notre administration, de notre État, et incompatible à nos mœurs. Je dis, si quelqu'un veut être témoin du blocage de l'appareil de l'État, si quelqu'un veut être témoin d'instabilité institutionnelle, il n'a qu'à voter ce projet. Ah oui, il n'a qu'à voter ce projet. Maître Paul Kaltoa Tita, merci. Maître Alain Roula, oui, ça va être aussi votre mot de fin. Absolument. Je crois qu'il faut retirer ce projet. Comme le disent la plupart des acteurs, le fait qu'il y ait eu cette levée de bouclier démontre qu'il n'y a pas de consensus. Donc, il faut retirer ce projet. Il ne faut même pas aller jusqu'au vote. Pas d'autres alternatives? Écoutez, c'est la seule qui s'impose. Si l'on veut la paix dans ce pays, et je dirais surtout comme mot de fin, vive les enfants du Bénin debout. Vous la trouvez debout? Le Bénin est debout. Et c'est ça qui est rassurant. Maître Paul Kaltoa Tita, merci d'avoir été une fois encore des nôtres. Maître Alain Roula, merci également à vous. Mesdames, messieurs, tout est bien, qui finit bien, 100% Bénin, le numéro du jour, tire donc à sa fin. Et ce sera sur cette citation du plus ancien des trois grands tragiques grecs, je cite Eschyle et son nom, « Quiconque peut tout est bien porté à n'écouter que ses désirs. » Quiconque peut tout est bien porté à n'écouter que ses désirs. Un gros piège qu'on arrive à bien souvent éviter que dans l'acceptation de la diversité des points de vue. Mesdames, Messieurs, merci une fois encore pour l'attention. À bientôt.